Dieu, envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes, de même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu, de même qu'aujourd'hui, les élus vivant dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi. Il fait parler de lui depuis un certain temps dans la ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, un peu partout dans le monde. Lui, c'est notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle comme ça, président Noël Tchani Mwadianvita. Il était candidat président de la République à l'élection présidentielle en 2018, au même titre avec Félix Antoine Tshisekedi, Martin Fayulu et les autres. Il est là avec nous, président Noël Tchani. Soyez le bienvenu. Merci de me recevoir à PST TV. Voilà, président Noël Tchani, avec vous, nous allons tenter à répondre à toutes les questions très questionnantes pour que vous puissiez nous donner les réponses, parce que vous êtes en train de faire l'actualité par rapport à votre tweet, conférence, on ne sait pas c'était quoi, ça fait couler beaucoup d'encre et salive sur la congolité. Nous allons en parler avec vous et également nous allons aussi parler de ce gouvernement Sama Lukonde, parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il nous avait consulté pour décrypter plutôt la situation politique et faire un nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Je rappelle que vous avez accepté d'être dans l'Union sacrée, mais aujourd'hui ça bloque. Les autres pensent qu'après le gouvernement, il y aura l'implosion de l'Union sacrée. Nous allons réfléchir avec vous et puis les axes prioritaires de ce gouvernement Sama Lukonde. Nous allons en parler également avec vous. Mais commençons par l'actualité, c'est les réformes. Vous avez réfléchi dans les cadres des réformes. Président Noël Tchani, vous avez parlé de la congolité, les autres agissent à leur manière, il y a eu trop de réactions par rapport à cela. Qu'est-ce que vous voulez réellement dire? Est-ce que vous étiez compris ou incompris? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'adresser à vos auditeurs, au peuple congolais en même temps. Je suis moi-même choqué de l'ampleur que cette histoire a prise. Pourquoi? Parce que quand j'ai envoyé un tweet, c'était un tweet de 4 petites lignes. Et je n'avais pas réalisé que le tweet allait produire ce que Kofi Olomide appelle la force de frappe. C'est tout le Congo qui bouge. Vous êtes un acteur politique majeur, c'est normal. Je me demande s'il y a exagération, mais je voudrais, pour que les gens comprennent très bien et qu'il n'y ait pas d'incompréhension, je voudrais vous dire exactement ce que j'ai voulu dire dans ce tweet-là. Ok. J'ai fait une proposition que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais. Cette proposition qui soulève aujourd'hui un débat passionné sur les réseaux sociaux est comprise peut-être à tort et à travers par certaines personnes. Mais je sais que beaucoup de mes compatriotes la soutiennent. Il y a quelques compatriotes qui s'y opposent, peut-être parce qu'ils n'ont pas bien compris, en avançant des éléments suivants. Ils disent que la loi proposée serait discriminatoire parce qu'elle écarte une partie des Congolais et certains candidats aux élections présidentielles de 2023. Okay. Certains compatriotes considèrent qu'il y a des sujets beaucoup plus importants sur lesquels on devait s'attarder aujourd'hui au lieu de parler donc de cette question ici, des sujets importants tels que la misère de la population. Mais je voudrais rappeler à tout le monde que
je renouvelle ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale de développement pour développer le pays, sortir ce pays du sous-développement, créer des emplois pour tout le peuple congolais et améliorer le social de la population congolaise. C'est une vision globale et je répète que cette vision-là peut nous sortir d'affaires. Je tiens à souligner que la proposition que j'ai faite de verrouiller l'accès à la présidence de la RDC, elle est importante parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession à la plus haute fonction du pays, la magistrature suprême. Je dois aussi préciser que cette proposition ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou sur les modifications de ces conditions. Ma proposition ne changerait donc rien à la nationalité de ceux qui sont déjà des Congolais. L'article 10 de la Constitution de la RDC est clair au sujet de la nationalité. Cet article stipule ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constitué ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte ou de recouvrement de la nationalité congolaise. Pour ce qui est de la nationalité congolaise, je propose que les révisions prochaines de la Constitution permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise que personne ne doit perdre. C'est-à-dire vous êtes né congolais, vous restez congolais jusqu'à la mort, même si vous allez acquérir d'autres nationalités étrangères. Sur le territoire national, tout Congolais... Comme les Rwandais. Voilà. Bon, je ne vais pas citer le Rwandais, mais il y a beaucoup d'autres pays comme ça. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises, sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque protection du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Il est important de noter que ma proposition porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République démocratique du Congo. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, et enfin, ne pas se trouver dans l'un ou l'autre cas d'exclusion prévue par la loi électorale. Il convient donc de souligner que ma proposition vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel, qui est de limiter l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo aux Congolais nés des pères et des mères eux-mêmes congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République et à préserver la fierté d'être congolais et de ne pas être dirigé par n'importe qui vient d'un pays étranger. Dans beaucoup de pays comme les États-Unis d'Amérique, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. Par exemple, aux États-Unis, n'importe quel Américain ne peut pas devenir président de la République ou président des États-Unis. Il faut être né aux États-Unis sur le sol américain, comme Barack Obama par exemple. Par contre, l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, ou bien l'ancienne secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, ou l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, tous, tout en étant américains, ne pouvaient prétendre à la fonction de président des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissaient pas un des critères fondamentaux pour être président des États-Unis, c'est-à-dire d'être né sur le sol américain. Je tiens à préciser que ma proposition est impersonnelle. Elle n'est pas discriminatoire parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance
Et dès qu'ils sont adoptés, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République, il faut avoir au minimum 18 ans. Par contre, en RDC, on exige du candidat à la présidence d'avoir au moins 30 ans. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans? Non. La réponse est non. C'est juste un critère pour déterminer qui peut être candidat et qui ne doit pas l'être. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par les critères opérationnels prévus par la loi électorale numéro 17/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. C'est cette loi-là qui détermine par exemple le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles. Je pense que j'ai fini la présentation de mon idée. J'invite donc les autres compatriotes à participer à ce débat d'idées de façon civilisée et patriotique pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Si ma proposition est adoptée, la République démocratique du Congo ne prendrait plus le risque de donner la magistrature suprême à une personne dont le cœur, le sang, l'allégeance, la loyauté et les liens seraient ailleurs à défaut du corps physique qui se trouverait dans notre pays. Merci. Je vous remercie. Merci, Président Noël Tchani. Vous avez compris que cette émission est de force pédagogique. Nous avons voulu que mon invité puisse vous expliquer sa pensée, donc son idée par rapport à ce qu'il a mis sur la toile qui a dérangé plus d'un. Là, maintenant, nous allons essayer un peu de poser des questions afin qu'il puisse nous répondre. Président Noël Tchani, moi j'invite. Dans les réseaux sociaux, dans plusieurs plateaux de la place, les gens pensent que vous avez agi par procuration. Donc, il y a Kabound, il y a Kabouya, il y a Kitengeyesu qui vous ont demandé de réfléchir comme ça pour mettre les autres candidats en 2023 à côté. Est-ce vrai? Moi, je pense que les gens qui disent comme ça, ce sont des personnes, des compatriotes qui ne me connaissent pas. Vous voyez la personne devant vous là, c'est un homme très indépendant. Je ne reçois le dictat de la part de personne. Personne. Vous mentionnez, juste à titre d'illustration, M. Kabound. La dernière fois que j'ai vu Kabound, il y a 4 ans, quand il était venu aux États-Unis, il était accompagné de Dr Eteni Lokondo, l'actuel ministre de la Santé. Je les ai rencontrés en ce moment-là, il y a 4 ans. Depuis que je suis venu en République démocratique du Congo, je ne lui ai jamais parlé, même au téléphone, ni rencontré comme ça. Comment quelqu'un comme ça peut arriver à me faire une procuration? Je ne suis pas ce genre de personne-là. On dit que vous léchez ces banques parce que vous désirez d'être gouverneur de la banque. C'est Kabound qui vous gère. Je voudrais dire à ces gens-là qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je n'ai pas été en contact avec Kabound, ni physiquement, ni au téléphone. Et si je suis gouverneur de la Banque centrale, je vais vous répéter la même chose. C'est parce que je suis qualifié jusqu'aux dents. Si vous voulez que je vous dise les qualifications que j'ai pour ce poste-là, mais pour d'autres postes, je vais revenir là-dessus. Mais il y a eu beaucoup de choses déjà dites, des vidéos qui circulent là-dessus. Donc je ne ferai aucune démarche pour être gouverneur de la Banque centrale au-delà de ces qualifications qui sont connues de tous et surtout de ceux qui peuvent prendre la décision. Ce que je fais, c'est simplement une action qui entre dans le cadre du plan Marshall. Vous vous rappelez que j'ai présenté une vision de développement publiée en 2016, qu'on appelle le plan Marshall. Il y a même un livre. Le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Beaucoup d'acteurs politiques ont la copie de ce livre-là. Certains ont dû faire le plagiat de mes idées venant de ce livre-là. Et aujourd'hui, ils prétendent qu'ils ne connaissaient pas. On dit que vous avez eu les idées... vous avez volé ça à Moïse Katumbi à l'époque. Et je n'aimerais pas recommencer ce débat-là. Mais sachez que je suis l'auteur original du plan Marshall tel qu'il est. Et quelqu'un d'autre dans ce pays qui se croirait auteur du plan Marshall, je l'invite dans un débat télévisé à la télévision. Je vais l'écraser devant tout le monde.
Le plan Marshall que j'ai proposé comporte un certain nombre de programmes. L'un des programmes porte sur ce que j'appelle l'identité nationale congolaise, c'est-à-dire la réforme de l'administration publique, de la justice, le rétablissement de la fierté d'être congolais. Dans ce cadre-là, je tiens à proposer un certain nombre de réformes institutionnelles, parmi lesquelles cette proposition pour que la République démocratique du Congo soit toujours gérée par un Congolais de souche, c'est-à-dire de père et de mère congolais. Je vais vous donner des exemples. Ok. Vous savez, d'autres pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les États-Unis d'Amérique, c'est un pays constitué donc d'immigrés. C'est-à-dire que tout le monde qui est américain aujourd'hui, il est venu de quelque part. Ce sont des immigrés. Ok. Malgré ça, ils ont dit, nous allons adopter comme principe, vous naissez sur le territoire américain, vous êtes américain, vous avez droit à tous les postes que vous voulez, tous les privilèges possibles. Mais ceux qui peuvent devenir américains par naturalisation, qui sont venus de l'extérieur, peuvent occuper tous les postes. Secrétaires d'État, gouverneurs de province, peuvent être des hommes d'affaires, peuvent tout faire, sauf occuper la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est la même chose que je propose dans mon pays. Je ne dis pas que nos compatriotes qui ne sont pas nés de deux pères ne doivent pas être congolais. Ils sont congolais et on les accepte comme tels. Si vous êtes né d'un père congolais ou d'une mère congolaise, vous êtes congolais. Vous avez droit à tout dans notre pays. Vous pouvez être ministre, premier ministre, vous pouvez être mandataire public, diriger une entreprise publique, vous pouvez être député national, sénateur, tous les postes possibles. Nous vous disons simplement, arrêtez-vous là. Vous n'allez pas accéder à la magistrature suprême. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce poste-là, pour des raisons de souveraineté nationale, soit toujours occupé par un Congolais de souche, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'allégeance à l'égard d'un autre pays, qui n'a pas de loyauté partagée. Tous les pays du monde donc le font. Est-ce que pensez-vous que ces critères suffisent pour être président de la République? Les gens pensent que vous copiez, mais vous copiez mal. Les États-Unis, ce n'est pas la RDC. Nous avons nos réalités à nous, contrairement aux États-Unis. Je suis content que vous posiez cette question-là. Je pense que ce critère-là est un critère important pour commencer. Mais la sélection du président de la République doit tenir compte des autres critères suivants. Ça, c'est ma proposition. Ok. Vous devez justifier d'un certain niveau d'études universitaires. Vous devez justifier d'un certain nombre d'années d'expérience professionnelle qui vont... Vous allez utiliser cette expérience-là pour faire la distinction dans le poste que vous allez occuper. Et moi, je pense qu'une expérience d'au moins 15 à 25 années, sinon plus d'années d'expérience, ça pourrait se justifier. Vous devez justifier d'une vision de développement pour le pays. Et vous devez accepter de participer dans des débats contradictoires avec les autres candidats pour que le peuple congolais ait l'occasion de vous juger, de vous apprécier, de vous évaluer. Et au-delà de cela, vous devez justifier du critère de nationalisme, c'est-à-dire on ne doit pas avoir des doutes sur vous que vous pouvez avoir une loyauté partagée entre la RDC et un autre pays comme la Turquie ou bien un autre pays. Vous devez être congolais qui fait la fierté du peuple congolais. Si on a tous ces critères-là, on est qualifié pour être président. Ce n'est pas une méchanceté parce que nous avons une jurisprudence. Vous avez vu, Joseph Kabila Kabange a fait le preuve en tant que président de la République pendant 18 ans. Et il n'a pas rempli tous ces critères, mais quand même, c'est un nationaliste. Il a relevé ces pays, M. Noël Tchani. Est-ce que pensez-vous, pour être candidat ou soit président de la République, il faut seulement remplir tout ça? Je voudrais... Avoir l'amour du pays, ça ne suffit pas. En tant qu'ancien chef de l'État, je voudrais le laisser tranquille, qu'il puisse se reposer dans sa retraite dorée. Mais si j'avais à revenir sur les critères et le comparer à lui, je pense qu'il n'avait pas rempli beaucoup de ces critères-là. Des éléments... Mais il a fait ce prêt. J'arrive, laissez-moi parler s'il vous plaît. Ok. Il n'avait pas rempli beaucoup de ces critères. Et c'est pour ça que sa gestion du pays a été catastrophique et les résultats qu'il nous a laissés sont minables. Je voudrais vous rappeler que nous sommes aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde. Tshisekedi a dit il a trouvé l'armée structurée, un pays sur les rails. Je voudrais, vous m'avez posé la question, laissez-moi terminer mon idée. Parlez. Je dis bien que le pays qu'il a laissé est plein de pauvreté alors qu'on était assis sur des richesses énormes. Le pays est plein de mauvaise gouvernance. Il nous a légué un petit budget alors qu'on pouvait avoir un budget de 4 à 6 milliards de dollars alors qu'on pouvait avoir un budget d'au moins 75 milliards de dollars. Il nous a laissé 85% de la population active au chômage. Il nous a laissé un pays qui n'a pas d'infrastructure de base. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de services de télécommunications, pas d'aéroport moderne. Ça c'est être méchant, M. Noël Tchani. Je pense que vous et moi, on a déjà eu...
Vous et moi, on a déjà eu ce débat avant, et je voudrais vous rappeler que si M. Kabila n'est pas d'accord avec le diagnostic que je fais, je l'invite dans un débat télévisé, qu'il vienne défendre son budget et son bilan. Et moi, je dirais au peuple congolais ce que je pense de sa performance. Si je me trompe, il va me corriger. Mais voilà, donc c'est pour cela que nous pensons que la présidence de la République, dans l'avenir, doit être améliorée. Et pour qu'elle puisse s'améliorer, certains des critères que je suis en train de proposer aujourd'hui nous permettraient de faire une meilleure sélection de qui peut diriger ce pays et réussir au nom du peuple congolais. Monsieur Noël Tchani, il n'y a pas que Kabila, bon, mettons-lui à côté, parce que vous ne voulez pas parler de lui, vous estimez qu'il a échoué avec distinction, si je vous comprends bien, mais il y a aussi d'autres acteurs politiques majeurs, permettez-moi de citer leurs noms, l'honorable Delis Sesanga, président de l'Envol, une tête bien faite, qui pense que votre réflexion, c'est une réflexion doublée d'incompétence, triplée une réflexion qui n'a pas lieu d'être, ce n'est pas le moment. S'il a utilisé le mot incompétence à mon égard, je voudrais qu'il aille relire ses notes. Et je n'ai pas envie de commenter, de répliquer à tous les... Un débat stérile, triplé d'incompétence. Laissez-moi parler. Ok. S'il a utilisé ces mots-là, je voudrais le renvoyer à relire ses notes. Parce que je peux l'avoir dans une salle de classe et je peux lui donner des cours. Donc je ne veux pas aller dans les détails de ça. Nous sommes ici pour des questions essentielles qui touchent à la vie de mon pays et je ne veux pas être distrait par quelques personnes téléguidées à qui on donne de l'argent pour venir raconter des bobards sur les plateaux de télévision. Vous estimez je ne suis pas ce genre de personne. Vous estimez qu'à son trompe, donc à son niveau, il agit aussi par procuration. Je ne veux pas parler de lui, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été payées pour contrer ma proposition à coup de billets de dollars. Georges Kapiamba aussi, président de la CAJ. S'il vous plaît, je ne veux pas aller à énumérer les gens et les citer individuellement. Ce n'est pas constructif. Mais je vous dis simplement que pendant la semaine qui vient d'écouler, il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé. On a payé des gens pour venir contrer ma proposition à la télévision. Mais je voudrais vous dire, vous pouvez réunir toutes ces personnes-là qui ont reçu de l'argent et leur mentor qui leur donne de l'argent dans une salle. Je vais répéter cette proposition-là devant le peuple congolais et ils ne pourront pas gagner. Je voudrais d'ailleurs proposer une chose. Si les gens pensent que ça, c'est une proposition individuelle, alors que moi, je vise l'intérêt national. Triplé d'incompétence. Moi, je vise l'intérêt national. Je voudrais demander que cette proposition soit soumise au peuple congolais dans un référendum populaire. Je vais vous dire une chose. La proposition va passer à 90%. C'est ce que vous pensez? Ça, basé sur les réactions que j'ai eues aujourd'hui. Et j'invite tous nos compatriotes du FCC, tous nos compatriotes de l'Union sacrée de la nation, tous les compatriotes de l'AMUCA, de regarder l'avenir du Congo. Pensez simplement aujourd'hui, si ma proposition n'est pas adopté. On peut avoir un homme qui vient du Rwanda. Je mentionne le Rwanda parmi tant d'autres pays. Ça peut être l'Ouganda, ça peut être la Tanzanie, mais un homme qui vient du Rwanda, qui prend comme épouse une femme congolaise. Ils ont le jour suivant un enfant. Cet enfant, dans 30 ans, il qualifie il remplit les critères d'âge pour être candidat à la présidence. Il devient président de la République démocratique du Congo. Je voudrais vous dire, si le peuple congolais accepterait que ce monsieur-là, cet enfant-là, qui soit 50% congolais, mais avec une loyauté partagée vers le Rwanda, je voudrais savoir si le peuple congolais accepterait d'être dirigé par un individu comme ça. Et je peux vous dire que la réponse de beaucoup de mes compatriotes, c'est non. Nous voulons que la RDC soit gérée par les Congolais et que ces Congolais soient des Congolais de souche. Et que tous ceux qui sont en train de s'opposer à ma proposition, ce sont des gens achetés au service de ces gens-là. Monsieur Noël Tchani. Je pèse les mots. Vous pensez que tous les Congolais ont un prix? Il y a ceux-là qui réfléchissent indépendamment. Je pèse les mots. Les gens que vous avez entendus m'insulter, raconter des histoires sur les règles pendant toute la semaine dernière, ils sont achetés. Dans les Katiamba, les Delis Sesanga, tous ces gens-là qui réfléchissent. Je ne veux pas citer les noms des individus, mais je vous dis simplement, regardez la télévision. Toute personne qui soutient une position contraire à la mienne, il n'est pas congolais. Ou il n'a pas le sang congolais. Et vous pensez que votre proposition elle est plus meilleure que la proposition des autres? Là, vous êtes au moins prétentieux, là. Bon, si je ne pensais pas que cette proposition était la meilleure, je ne l'aurais pas faite. Je la fais parce que je suis convaincu qu'elle va dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Elle préserverait mieux la souveraineté nationale et elle permettrait aux Congolais de continuer à avoir la fierté d'être dirigés par l'un de leurs, pas par quelqu'un d'autre qui est venu de quelque part.
Je voudrais vous dire, c'est un exemple assez banal, terre à terre. Dans notre pays, nous avons la grande partie de nos tribus, elles ont le système de patriarcat. On a peut-être le Bas-Congo qui a le matriarcat, mais la grande majorité donc des tribus congolaises, elles ont le système de patriarcat. Si dans ma famille, on a une sœur qui épouse un étranger, un Rwandais, ce Rwandais vient vivre avec nous dans notre communauté. Pourquoi? Parce que c'est sa belle famille, n'est-ce pas? On l'accepte. Et qu'ils ont un enfant. Cet enfant ne peut jamais prétendre devenir le chef de mon village. Jamais. C'est un neveu. C'est comme ça que ça se passe. Et je voudrais que vous me disiez quelle tribu au Congo utilise ce système-là. Cet enfant ne peut jamais prétendre devenir le chef de mon village, ni de mon territoire. C'est un étranger que nous avons accueilli, qu'on accepte, c'est l'un des nôtres. Mais il peut tout faire, sauf occuper cette fonction suprême au niveau du village. Au niveau du pays, c'est le même principe. On ne peut pas accepter que quelqu'un vienne, on l'a accepté parce qu'il est parmi nous, on lui a dit tu peux tout devenir. Tu peux devenir Premier ministre, ministre, mandataire de l'État, tu peux faire le secteur privé, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas toucher à la fonction suprême qui est celle de président de la République. C'est aussi simple que ça. Vous estimez que votre proposition ne va pas permettre que le pays soit infiltré? Ma position va permettre aux Congolais de conserver la souveraineté nationale, d'être toujours en charge de leur pays et d'éviter des infiltrations au sommet de l'État. Imaginez quelqu'un qui a une loyauté partagée, qui devient président de la République. J'ai donné l'exemple ici d'un enfant né d'un couple congolais et d'un Rwandais. Demain, après-demain, les Rwandais vont utiliser cet enfant-là pour réaliser ce qu'ils n'ont pas pu réaliser par la guerre. C'est-à-dire occuper le Congo officiellement à partir du président de la République. Est-ce que c'est ça que les Congolais veulent faire? J'attire l'attention de tout le monde. Mettons fin à cette aventure-là. Pourquoi? Parce que ce que je propose, ça va préserver la fierté d'être Congolais, la dignité congolaise, ça va défendre les intérêts du peuple congolais. Donc votre réflexion, c'est dans les cadres de réforme. Vous voulez que les choses se fassent mieux pour que le Congo, demain, ne soit pas un Congo en danger, mais un Congo préservé, un Congo gardé par le vrai Congolais. Exactement. Je veux qu'on fasse des réformes. Pourquoi d'abord je propose ces réformes-là aujourd'hui? Parce que j'ai vu certaines personnes donc dire oh, est-ce que c'est opportun d'amener donc une telle réforme? Vous avez suivi que la CENCO a présenté une feuille de route, des réformes à faire jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023. Des élections en 2023. Ces réformes vont toucher à la CENI, vont toucher à la loi électorale, elles vont aussi toucher à la Constitution. Il y a aussi d'autres groupes qui ont fait des propositions donc de réformes. Le groupe Lamuka de Martin Fayulu. Oui, j'étais avec Devos Kitoko ici qui m'a parlé d'une présidence rotative. Voilà, ce sont des réformes qu'ils ont proposées. Noël Tchani propose aussi des réformes. Parmi ces réformes-là, c'est celle qui touche à l'accès à la fonction du président de la République. Je ne vais pas attendre qu'on termine d'abord les élections en 2023 avec les réformes de la CENCO pour venir avec mes réformes à moi à proposer en 2027. Donc, je veux que toutes ces les réformes-là, qu'on les mette sur la table, que les parlementaires et les sénateurs puissent tamiser le tout, présenter des projets de loi compréhensives qui intègrent les préoccupations de la CENCO, de Noël Tchani, de Martin Fayulu et de tous les autres. Donc vous n'avez pas agi par procuration, mais parce que vous avez parlé de Martin Fayulu, j'ai reçu vraiment les appels de la diaspora et des gens de Lamuka qui ont dit que est-ce que le président Noël Tchani, nous l'aimons beaucoup, mais apparemment il a tapé à côté parce que il y a des Congolais qui sont nés là-bas à l'étranger, ils peuvent aspirer à revenir au pays et puis devenir président de la République. C'est pour ça que je veux que les gens comprennent très bien ce que je propose. Ce que je propose ne change en rien les conditions d'accès à la nationalité congolaise. Ceux qui étaient des Congolais continuent à être Congolais. Ceux qui étaient des Congolais, d'ailleurs, ça va élargir la base. Ceux qui étaient des Congolais, qui sont partis dans la diaspora et qui ont obtenu des nationalités étrangères, je propose qu'on leur reconnaisse la nationalité congolaise d'origine qu'on ne peut pas perdre, même si on a acquis 15 nationalités à l'extérieur. Quand ils sont au Congo, nous on ne reconnaît que la nationalité congolaise. S'ils commettent un forfait et qu'on l'amène en justice, il ne peut pas invoquer l'immunité du fait d'avoir une nationalité étrangère. Il est jugé en RDC d'après les lois congolaises. Mais il peut postuler comme candidat président de la République. J'arrive. Okay. Maintenant, il faut qu'on regarde. Est-ce que quand il était Congolais à l'étranger, comment il a acquis la nationalité congolaise? Est-ce qu'il a acquis parce que sa mère est congolaise et son père est français? Si dans ces conditions-là, il n'est pas éligible pour la présidence en RDC. J'arrive. Si maintenant, il est à l'étranger, il a la nationalité congolaise parce que son père est congolais d'origine, sa mère est congolaise d'origine. Il remplit les critères pour être candidat à la présidence en République démocratique du Congo parce que
C'est ça que la loi reconnaît. Je vous donne l'exemple de mes propres enfants. Ok. Ils sont nés tous aux États-Unis. Et quand ils sont nés aux États-Unis, ils ont la nationalité américaine parce que aux États-Unis, c'est le droit du sol. Ok. Vous naissez sur le territoire américain, à la minute, on vous donne ce qu'on appelle birth certificate, le certificat de naissance. Vous devenez américain immédiatement. Maintenant, cet enfant-là, comment est-ce que il est lié au Congo? Il est lié au Congo parce que sa mère est congolaise, son père est congolais. Tous les deux sont des Congolais d'origine. Mon enfant, d'après les réformes que je propose, il devient automatiquement congolais, reconnu et pouvant se présenter aux élections présidentielles en RDC pour devenir président de la Dans ceux qui disent que vous avez les enfants américains, ils ne comprennent pas par rapport à votre proposition, voilà, ils que comprennent vous êtes rien. même contre vos enfants. Non, ils ne comprennent pas. Vous savez, c'est pour ça que je suis là pour clarifier les choses. Donc, je répète, mes enfants nés aux États-Unis, ils ont les passeports américains. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés sur le territoire américain qui leur donne ce qu'on appelle le droit du sol. Mais ils sont aussi nés du père et de la mère congolaise. Et d'ailleurs, j'avais amené mes enfants pour qu'ils soient enregistrés à l'ambassade de la République démocratique du Congo comme des Congolais. On peut le témoigner. Pourquoi? Parce que j'ai des preuves de cela. Ils ont les passeports congolais aussi. Pourquoi? Parce que je considère, moi, que le fait d'avoir été à Washington, parce que j'étais fonctionnaire international, on ne doit pas me pénaliser mes enfants en disant « vous n'êtes plus congolais ». Quitte à, si les États-Unis ne veulent pas, ils n'ont qu'à prendre leur nationalité américaine. Mais mes enfants sont congolais parce qu'ils sont de père et de mères congolais et par conséquent, ils remplissent tous les critères pour vivre en RDC, pour se présenter à n'importe quel poste et même devenir président de la République. Donc ils ont la double nationalité. Donc ils ont la double nationalité. Non, moi je pense qu'il y a un conflit là-bas sur les questions de nationalité. Ça aussi c'est un problème criant. Que les législateurs congolais doivent résorber. Moi, je connais mes enfants comme étant des Congolais. Si les Américains veulent les reconnaître... Mais ils ont la nationalité américaine. S'il vous plaît, je répète. Donc ils ont double nationalité parce que vous avez dit que... Ce n'est pas... Je répète. Aidez-nous. Je répète que mes enfants, ils sont de pères et de mères congolais. Et pour moi, ils sont congolais. Maintenant, mais si laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Maintenant, si les Américains donc disent qu'ils sont Américains parce qu'ils sont nés sur le territoire américain, c'est leur affaire. Maintenant, c'est pour ça que je propose que la législation congolaise sur la nationalité soit modifiée, soit clarifiée, pour que ces enfants-là ne soient pas perdus. Et il y a des milliers d'enfants congolais comme ça, qui sont nés aux États-Unis, qui ont les birth certificates. En réalité, le birth certificate aux États-Unis, c'est le certificat de naissance, que les Américains utilisent comme étant la preuve de nationalité américaine. Maintenant, ces enfants, ils ont aussi la preuve de nationalité congolaise. Pourquoi? Parce que leur père est congolais, leur mère est congolaise et par conséquent, ils ne peuvent pas perdre la nationalité congolaise. Je demande que le législateur congolais harmonise ses vues sur cette question-là pour qu'on évite des confusions et que tous les enfants nés à l'étranger puissent devenir congolais comme ils se Alors, les autres réponses que votre proposition, c'est une proposition calquée parce que vous ne voulez pas que d'autres candidats soient libres en 2023. On a cité les noms de Katumbi, on a cité plusieurs noms, mais il y a aussi les gens de la Munga qui m'ont appelé pour dire que poser cette question à ton invité, Martin Fayulu, qui est le vrai candidat contre Tshisekedi en 2023, et là une femme camerounaise. Si vous avez mis cette proposition en place, que de mères congolais et de mères congolaises et de pères congolais, donc l'enfant de Fayulu ne peut jamais devenir président de la République s'il vous plaît. Dans ces pays. Vous savez quoi? Le problème avec des gens qui réfléchissent comme ça, c'est qu'ils veulent qu'on conçoive des lois en fonction des individus. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. La loi que je propose, elle vise quelques objectifs. Là, protéger la souveraineté nationale, s'assurer que le sommet de l'État est occupé par quelqu'un congolais de souche, que ce soit aujourd'hui, dans 10 ans, dans 100 ans, et surtout s'assurer que le chef de l'État n'aura pas de loyauté partagée par rapport à d'autres pays. Maintenant, je ne peux pas prendre des cas individuels pour commencer à dire telle personne remplit les critères, est-ce que c'est à cause de lui qu'on fait la loi? Martin Fayulu, c'est un très bon ami. Esther Fayulu, c'est une très bonne amie. Et je les aime beaucoup. Ok? Ce n'est pas une proposition machiavélique, ça. Ma connaissance, la proposition que j'ai faite ne vise pas les femmes. Si Martin Fayulu a une femme camerounaise, ce n'est pas une condition pour l'exclure à la présidence. Et ses enfants, Non, mais est-ce que moi je dois faire, s'il vous plaît, je vous ai parlé de mes enfants. Est-ce que je dois aller maintenant voir si les enfants de Fayulu remplissent? Si les enfants sont des pères et des mères congolais, ils remplissent les critères. Non, si dans le cas de Fayulu, c'est Fayulu qui est congolais, mais sa femme n'est pas congolaise. Les enfants dans ces conditions-là, les enfants dans ces conditions ne peuvent pas devenir. Ça c'est très méchant, alors c'est très méchant parce que les enfants de Fayulu portent son sang. S'il vous plaît.
Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Je voudrais simplement donc dire que le critère doit être, vous êtes des pères et des mères congolais, vous êtes éligibles à la présidence de la République. Maintenant, combien de gens se trouvent dans la même situation que Martin Fayulu? On ne va pas faire la loi pour Martin Fayulu ou pour ses enfants ou pour les enfants de Noël Chani. On fait la loi pour tout le monde. Donc vous pensez la loi doit éviter la discrimination et ne doit pas être personnalisée. La loi doit être générale. Et c'est ça le principe que je veux qu'on retienne. Merci. Président Noël Chani, moi j'invite à nous évoluons avec l'actualité. L'actualité c'est aussi les gouvernements. Sama Lukonde jusque-là, hein, ça bloque ces gouvernements. On n'arrive pas à voir les jours. Vous étiez parmi les pionniers de l'Union sacrée. Vous avez porté la main forte à notre président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais jusque-là, qu'est-ce qui bloque pour que ces gouvernements ne sortent pas? Donc, ce n'est pas une honte déjà que vous avez cru à l'Union sacrée, mais apparemment, ça devient une déception. Non, pas du tout. Ce n'est pas une déception et il n'y a pas de honte. Et j'ai bien suivi le Premier ministre lors de sa dernière sortie, après la rencontre avec le chef de l'État. Il a été très clair. Il a dit, il reconnaît qu'il faut aller très vite. Mais il reconnaît qu'il faut le faire de façon urgente. Mais l'urgence ne doit pas être synonyme de précipitation. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là qui vient de ce Premier ministre. Pourquoi? Parce que quand on est acteur et qu'on prend des décisions, il faut s'assurer qu'on a couvert tous les terrains pour ne pas sortir quelque chose qui sera émorné. Il faut sortir un gouvernement que quand tout le monde va regarder, ils vont dire « Ah, il a pris du temps, mais il nous a sorti un gouvernement de qualité. » Moi, je voudrais lui faire confiance sur ce plan-là. Maintenant, j'aurais souhaité, comme je l'ai toujours dit, si moi j'étais Premier ministre, je sortais un gouvernement au bout de 3 jours. Moi, je n'ai pas de patience pour attendre comme ça. Mais nous sommes différents. Et je voudrais lui donner le bénéfice du doute, qu'il prenne tout son temps pour rassembler tous les éléments, mais nous sortir donc un gouvernement qui sera basé sur quoi? Qui sera basé sur la technicité, sur des gens compétents, des gens nationalistes, capables de nous sortir des défis de développement auxquels nous sommes confrontés. On a déjà perdu beaucoup de temps. Ce n'est pas une semaine supplémentaire qui va qui va faire tomber donc la lune ou bien le soleil ou le ciel donc sur la RDC. Donc je veux qu'il le fasse vite, mais je comprends aussi qu'il y a des contraintes auxquelles il doit satisfaire. J'ai vu sur les réseaux sociaux, on parle donc de la représentativité des femmes. Oui. Si c'est ça l'objectif donc du retard, moi je ne peux que saluer ça. Je milite pour que les femmes soient représentées valablement au niveau du gouvernement. Et si on peut avoir un nombre suffisant de femmes dans le gouvernement, parce qu'on a mis une semaine supplémentaire à identifier ces femmes-là, moi je pense que ce n'est pas un drame. Donc soyons patients. Je demande au Premier ministre d'accélérer, de mettre le pied sur l'accélérateur. Mais je demande aussi à la population d'être patient, de lui laisser donc le temps, parce que c'est une affaire donc de quelques jours, sinon une semaine, on aura un gouvernement. On parle aussi de la gestion des ambitions des uns et des autres. Est-ce que vous ne voyez pas qu'après la publication de ces gouvernements, il y aura des problèmes, comme l'un des honorables, donc Papa Molière, qui a dit qu'après le gouvernement, vous verrez qu'il y aura l'implosion de l'Union sacrée, parce qu'il y aura les mécontents qui vont quitter l'Union sacrée parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Moi, j'aurais souhaité que l'Union sacrée se dote de ce que j'appelle le règlement d'ordre intérieur. C'est-à-dire que quand vous venez vous signer la charte d'adhésion à l'Union sacrée, vous devez en même temps donc vous engager à respecter les décisions qui sont prises par l'Union sacrée. C'est-à-dire que si vous ne venez dans l'Union sacrée que pour être membre du gouvernement, vous n'êtes pas un bon membre de l'Union sacrée. Vous devez partir. Mais si vous venez dans l'Union sacrée parce que vous avez compris que nous devons tous nous mettre ensemble, gérer le pays ensemble. Gérer ensemble, ça veut dire soit vous êtes membre de l'exécutif vous-même, soit vous n'êtes pas membre de l'exécutif, mais vous allez faire autre chose. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas membre de l'exécutif que vous devez casser la baraque. J'ai toujours donné l'exemple donc de l'équipe nationale des Léopards. Le Premier ministre, il est comme coach Ibengue. Coach Ibengue, on lui demande de constituer les Léopards, il fait le tour de la RDC, il sélectionne dans chaque province 1 ou 2 joueurs. Il met ensemble une équipe de 11 joueurs qui vont être sur le terrain. Mais nous voulons que toute la République, quand les Léopards jouent contre Zamalek d'Égypte ou n'importe quelle équipe, que toute la République soit au stade pour soutenir, appuyer les Léopards. C'est ça que je vois comme l'Union sacrée. C'est-à-dire, vous êtes venus dans l'Union sacrée, si on vous aligne comme étant l'un des joueurs sur le terrain, dans l'exécutif, tant mieux. Mais si on ne vous aligne pas, ne sortez pas donc du stade. Restez là-bas pour appuyer ceux qui jouent, parce que quand ils gagnent, c'est toute la République démocratique du Congo qui a gagné. Président Noël Chani, une question directe et une réponse directe. Vous n'êtes pas le moindre dans ces pays qui coordonnent l'Union sacrée.
Bon, l'Union sacrée a été créée sous l'impulsion du président de la République. Et c'est lui le patron de l'Union sacrée pour l'instant. Donc maintenant, il y a des structures qui vont être mises en place qu'on n'a pas encore annoncées. Donc il arrivera un moment où on va faire comme le FCC faisait ou avait fait en disant bon, voici le comité de coordination, voici qui est, telle personne joue tel rôle. Mais pour l'instant, ces rôles-là n'ont pas été répartis donc clairement, et je souhaiterais simplement qu'il y ait donc ce règlement d'ordre intérieur. Alors, si vous avez les soucis, vous voyez directement le chef de l'État? Non, pas du tout. S'il y a des soucis, on connaît, nous les autres membres de l'Union sacrée, on sait à qui il faut dans ces Kabound. Merci. Voilà, président. Je n'ai pas dit Kabound, il ne faut pas, je vous répète encore une fois de plus. Personnellement, depuis que je parce que lui aussi il consulte, il reçoit les gens au nom de l'Union sacrée. Je ne connais pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure que la dernière fois que j'ai vu Jean-Marc Kabound, il était avec Dr Eteni, c'était à Washington il y a 4 ans. Depuis que je suis venu ici, je ne l'ai jamais appelé au téléphone et il ne m'a jamais appelé. On ne s'est jamais rencontré. Donc quand les gens disent que j'ai agi sous instruction de Kabound, je voudrais dire simplement à ces gens-là, peut-être qu'ils parlent comme ça sous effet d'alcool. Merci. Président Noël Tchani, le gouvernement Sama Lukonde, c'est vrai, un gouvernement attendu, mais des fois, vous analysez au profit de ce peuple qui souffre. Quels seraient les axes prioritaires selon vous, parce que vous étiez candidat à président de la République, par rapport à la situation actuelle du pays? Sama Lukonde doit se pencher de quel côté? Je n'ai pas de leçon à donner au Premier ministre. Il est Premier ministre pour une raison. Donc il a certainement une équipe autour de lui qui l'a aidé à monter le programme qu'il va présenter au Parlement au nom du peuple congolais. Mais si j'avais à répondre à cette question, je voudrais me baser sur ma proposition que j'avais faite au peuple congolais, le plan Marshall. Le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC que j'ai actualisé pour tenir compte des défis soulevés par la Covid-19. Ce plan, porté sur une période de 15 ans, a été révisé pour passer de 800 milliards à 1000 milliards de dollars à mobiliser et pour mettre en œuvre cette vision de développement pendant cette période-là, d'où viendraient les ressources d'une combinaison de facteurs, d'une combinaison de ressources intérieures, en réformant la fiscalité, en diversifiant l'économie, en élargissant l'assiette fiscale, en luttant contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Maintenant, le reliquat viendrait des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, mais également des investissements directs étrangers. Le total ferait 1000 milliards de dollars sur une période de 15 ans. Si nous le faisons, où est-ce qu'on va investir cet argent? Dans quelques axes prioritaires, que je peux énumérer quelques-uns. Pourquoi? Parce que mon plan Marshall est révisé, porte sur 50 programmes différents, 50 programmes prioritaires. Mais nous allons, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous devons recréer l'État, c'est-à-dire réformer l'administration publique, la justice, et réformer ces questions politiques-là qui touchent à la souveraineté du pays, l'accès aux fonctions de président de la République, qui peut être Premier ministre, qui peut être ministre, quelle serait la taille appropriée du gouvernement, passer de 67 ministres aujourd'hui à ce que je propose, 20 ministères ou 25 maximum. Au-delà de cela, il nous faudra revoir la gouvernance. La gouvernance du pays est tellement pourrie qu'aujourd'hui, 85% des ressources qui devraient aller dans les caisses de l'État vont dans des poches de privés. Nous voulons réformer la gouvernance. L'IGF fait un excellent travail. Je voudrais les encourager à faire davantage. Et les autres organes de contrôle, notamment la Cour des comptes. Maintenant, en améliorant la gouvernance, on va augmenter le budget national. On aura plus de ressources. On va utiliser ces ressources pour financer le développement. Ensuite, nous devons investir dans certains secteurs qui sont clés, notamment ceux qui touchent à l'homme et à la femme congolaise. Développer l'agriculture, l'élevage et la pêche pour développer ce que j'appelle l'industrie agroalimentaire complète dans le pays, pour assurer notre autosuffisance alimentaire. Nous devons investir dans l'éducation en facilitant l'accès de tous à l'enseignement de qualité. Nous devons investir donc dans la santé en mettant en place des conditions d'accès aux soins de santé donc très faciles pour que chacun puisse se faire prendre en charge. Nous devons maintenant diversifier l'économie. Diversifier l'économie, c'est-à-dire on développe l'agriculture, l'élevage et la pêche, on développe le secteur minier, on industrialise notre pays pour que, en ce moment-là, on puisse avoir plus d'entreprises qui emploient plus de gens et qui produisent plus. Donc on aura une production nationale beaucoup plus accrue. Nous devons développer le secteur du tourisme.
C'est un secteur porté dans notre pays, mais qui a été négligé pendant plusieurs années. Et nous devons investir aussi dans ce que j'appelle... Bon, il faut qu'on fasse davantage. Il faudrait maintenant qu'on mette en place ce que j'appelle un véritable secteur financier. Nous n'avons pas de secteur financier, nous n'avons pas de banques congolaises. Nous devons promouvoir la création ou l'émergence des banques ayant des capitaux nationaux avec des Congolais dans ces institutions-là. Nous devons mettre en place la bourse des valeurs mobilières pour que les gens qui veulent acheter des actions dans les entreprises puissent passer par les bourses. Nous devons mettre en place une institution d'assurance des dépôts bancaires pour sécuriser les dépôts de tous les Congolais dans le secteur bancaire. Nous devons mettre en place une véritable banque centrale qui joue le rôle d'autorité monétaire, mais qui ne se limite pas simplement aux petites actions de payer les factures, donc le rôle de gestion du compte du trésor de l'État. Nous devons avoir une véritable banque nationale. Et en diversifiant l'économie, je veux que maintenant qu'on puisse doter le Congo d'une véritable monnaie nationale. Une monnaie qui conserve de la valeur, qui soit aussi bonne que le dollar et l'euro, pour que les Congolais n'aient plus à utiliser les francs congolais, les dollars américains et les euros dans les rues, mais qu'ils utilisent exclusivement le franc congolais sur l'ensemble du territoire national. Si nous faisons ces choses-là, moi je pense que nous allons créer beaucoup d'emplois pour le peuple congolais. Nous devons appuyer, avoir des programmes ciblés qui vont aider les jeunes à trouver du travail, à utiliser les connaissances qu'ils ont acquises donc à l'école. Nous devons aussi aider les femmes à devenir donc des véritables citoyens qui participent au développement du pays. Pourquoi? Parce que 53% de la population congolaise est constituée des femmes. Si on ne peut pas les intégrer dans le développement du pays, nous sommes en train de nous tirer dans la patte. On utilise nos ressources humaines à 50% de la capacité. Donc nous devons les intégrer. En faisant toutes ces choses-là, je suis convaincu que nous pouvons augmenter le PIB par habitant considérablement, qui passerait de 458 $ aujourd'hui à au moins 15 000 $ en l'espace de 15 ans. On aura créé du travail pour tous les chômeurs, c'est-à-dire pour absorber les 85% de la population actuellement au chômage, et nous allons améliorer le social des Congolais. Et c'est pour cela que nous sommes donc dans le domaine du développement et des politiques publiques. Donc voilà mon offre du plan Marshall, et je répète encore que cette offre-là reste valable sur la table, et que la question de nationalité que je suis en train de proposer n'est qu'un élément dans le cadre du plan Marshall. Président Noël Chani, est-ce que ce n'est pas une mission impossible que vous donnez au Premier ministre Sama Lukonde? Est-ce que le temps est favorable pour réaliser tout ça? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce Premier ministre n'est pas responsable de la mauvaise gouvernance du pays. Il a trouvé cette mauvaise gouvernance là-bas. Il va faire le mieux qu'il puisse pour que cette gouvernance puisse changer et le Congo soit remis sur le bon chemin. Et j'espère qu'il va se faire entourer donc de personnes qui partagent sa vision et la vision du chef de l'État pour faire toutes ces choses donc, que nous sommes en train de proposer. Ce n'est pas une mission impossible. Et je vous rappelle que dans le cas du plan Marshall, ou dans la force du changement, le regroupement politique que moi je préside, l'impossible n'est pas congolais. Là, vous demandez au Premier ministre de faire l'autopsie de la RDC, M. Noël Chani. Mais bien sûr, quand on est Premier ministre, c'est ça qu'il doit faire. Avant même de rédiger son programme de gouvernement, il doit faire l'autopsie de la RDC, le diagnostic de la situation, déterminer les défis, les risques et proposer maintenant des solutions. C'est ça le programme du gouvernement qu'il doit présenter. Et c'est ce que moi j'avais fait pour élaborer le plan Marshall. Tout leader politique qui veut gérer, qui veut concevoir les politiques publiques doit commencer par le diagnostic et déterminer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir. L'insécurité en République démocratique du Congo un peu partout, hein, l'insécurité continue toujours. Est-ce que pensez-vous, avec notre armée, avec le moyen qu'on dispose pour l'armement, donc notre armée, les chefs de l'État actuel sera à mesure en 2023 qui disent oui, j'ai exécuté ou rempli, soit exécuté ma promesse, parce qu'il avait promis qu'il va donner la paix aux Congolais, surtout à l'Est? Mon souhait est que le chef de l'État va délivrer sur ces promesses-là. Mon souhait pour mon pays et pour le peuple congolais, c'est que nous puissions retrouver la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Mon souhait, c'est que le peuple de l'Est de la République, à commencer par l'ancienne province orientale, descendre au Kivu et même arriver jusqu'au Katanga, a trop souffert. Il faut qu'on arrive donc à rétablir la paix rapidement. Pour cela, tout ce qu'il faut allouer comme ressources aux militaires, aux policiers, aux services de sécurité, il faut le faire. Il faut leur donner des ressources, non seulement pour qu'ils puissent se former, mais aussi des ressources pour qu'ils puissent s'équiper et surtout leur donner des salaires adéquats, des rémunérations adéquates pour qu'ils soient motivés. Si nous faisons ces choses-là, je pense que nous allons pouvoir établir la sécurité à l'Est de la République. Et il faut que mes compatriotes aussi sachent une chose, c'est que aujourd'hui, quand je fais une proposition pour qu'on limite la présidence de la RDC aux Congolais nés de père et de mère,
les gens semblent ne pas comprendre. Mais les problèmes à l'Est, ce sont des problèmes qui ont amené la situation d'insécurité que nous avons aujourd'hui. Et depuis 20 ans, ces choses-là durent. Nous avons des enfants qui sont nés dans ces conditions-là. Si on applique cette proposition, ça serait le début de la solution pour les problèmes de l'Est. Non, c'est une des solutions à ce que le Congo soit toujours dans les mains des Congolais. Parce que ce que ces gens-là ont fait à l'Est, ils ont infiltré la population congolaise au point de donner à nos femmes, à nos filles congolaises, des enfants qui soient partagés avec les Rwandais, avec les Ougandais et consorts. Il faut bien que nous puissions contrôler cela parce que si nous ne prenons pas garde, d'ici 30 ans, nous aurons un chef d'État qui soit venu donc de l'Est ou bien qui soit né des descendants donc de l'Est. Quand je dis l'Est, je veux dire le Rwanda ou l'Ouganda. Et je voudrais m'assurer, je voudrais que nous puissions nous assurer en tant que citoyens du Congo que le Congo sera toujours dirigé par les Congolais parce que nous avons le cœur, la loyauté, le sang, les liens avec la République démocratique. Quelle est la place qu'occupent ces problèmes du recensement dans vos analyses? Pensez-vous qu'avant 2023, il faut nécessairement faire les recensements avant les élections? Moi, je pense que le recensement est important. C'est une activité importante dans la vie d'un pays pour non pas simplement les élections, mais également pour concevoir les politiques publiques. Et que ce recensement, ça fait très longtemps qu'il a été mené, au point où aujourd'hui nous ne connaissons pas combien nous sommes réellement en République démocratique du Congo. J'entends les officiels qui parlent de 80 millions d'habitants, je leur dis que c'est faux. Les chiffres que moi j'ai et que je tire de différentes sources, c'est qu'aujourd'hui la population congolaise est estimée à 105 millions d'habitants. Vous vous rendez compte quand on conçoit les politiques publiques basées sur 80 millions d'habitants, alors que nous sommes 105 millions d'habitants, vous avez sous-estimé vos politiques de près de 25%, c'est très grave. Moi, je vous donne un exemple. Tout récemment, notre pays a importé les bus de Transco, des transports. On a eu combien de bus? 440 bus. À supposer qu'on veuille répartir ces bus-là entre Kinshasa, je donne juste un exemple pour illustrer mon propos. On veuille répartir ces bus-là entre Kinshasa et le Grand Kasaï. Kinshasa a 15 millions d'habitants environ et le Grand Kasaï a environ 5 millions d'habitants. Si vous voulez concevoir des politiques publiques en répartissant les bus de façon équitable, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allouer 3 fois les bus à Kinshasa et 1 fois les bus dans le Grand Kasaï. C'est ça. Pourquoi? Parce que Kinshasa fait 3 fois la population du Grand Kasaï. Mais si on n'a pas de chiffres réels, comment vous allez répartir les bus? Vous risquez de prendre 3 fois les bus, les mettre dans le Grand Kasaï et laisser 1 fois les bus à Kinshasa. Parce que vous n'avez pas les données fiables. Parce que vous n'avez pas de données fiables. Donc pour concevoir les politiques publiques, non pas simplement pour les élections. Les élections sont importantes. Mais pour concevoir les politiques publiques, nous avons besoin de statistiques fiables. Et le recensement, c'est le moyen pour pouvoir nous donner ces statistiques-là. Et ça fait longtemps que le Congo n'a pas d'informations de qualité. Donc, je demande qu'on puisse organiser le recensement le plus rapidement possible et qu'on n'attende pas simplement 2023. Et on doit le faire avant 2023 parce que les élections vont tenir compte de ces données, mais également la conception des politiques publiques tiendra compte aussi donc de ces données. Est-ce que c'est faisable avant 2023 qu'on puisse recenser tous les Congolais dans la date? Tout est question de volonté politique et des moyens disponibles. Par exemple, si pour faire des recensements de maintenant jusqu'en 2023, on a besoin de 1000 personnes, mais nous voulons au niveau politique qu'on ne puisse pas attendre 2023 pour cela. On veut réaliser ce recensement en 12 prochains mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu d'engager 1000 personnes, je demande qu'on puisse multiplier le nombre par 5. Nous avons suffisamment de gens pour faire ce travail-là. Mobiliser tous les étudiants dans les universités. Ils vont faire les recensements comme il se doit. On leur donne des moyens, on leur donne donc les formulaires qu'il faut. Ils vont passer d'une maison à l'autre sur l'étendue du territoire national. En 30 jours ou 60 jours, nous avons terminé le recensement. Donc, tout est question de volonté politique, tout est question de moyens. Et dans ce cas ici, s'il faut mobiliser la population, je peux dire qu'on n'a même pas besoin de payer donc des gros salaires. Ces étudiants n'ont pas de revenus, on leur donne un peu d'argent pour les motiver, on leur paye le transport, le carburant et tout ce qu'il faut, on leur donne des formulaires qu'il faut, on leur montre la méthodologie à suivre. En 60 jours, 90 jours, nous avons terminé le recensement. Donc, c'est une question de volonté politique et nous demandons que les autorités politiques s'engagent sur cette voie-là. Pourquoi? Parce que c'est la voie salvatrice pour notre pays. Parce que les réformes s'annoncent, les autres pensent que le prélat ou soit les confessions religieuses demandent déjà aux gens de déposer leur candidature pour être désignés à la CENI. Il y a aussi d'autres personnes qui pensent, j'étais avec le président Mouka ici, qui dit il faut prendre l'organisation des élections, donner ça au ministère de l'Intérieur pour éviter tous les problèmes avec les confessions religieuses.
pensez-vous qu'il faut qu'on laisse la présidence de la CENI aux confessions religieuses ou soit qu'on donne au ministère de l'Intérieur? Honnêtement, moi je suis ambivalent entre les deux propositions. Je n'aurais aucun problème à ce que l'organisation des élections se fasse au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais il faut qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est encore une question d'hommes. Il faut qu'on ait des hommes de qualité et que l'unité qui va s'occuper de l'organisation des élections, c'est comme la CENI en réalité, mais à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, que cette unité-là soit étoffée comme il se doit, des gens intègres, compétents, qui ont le patriotisme et qui ne sont pas corruptibles. Si nous pouvons réaliser cela au niveau du ministère de l'Intérieur, tant mieux d'ailleurs. Ce sera une activité permanente du ministère de l'Intérieur parce que dans beaucoup d'autres pays, c'est ça qui se fait. En France, si ce n'est pas partout. Voilà, mais si ce n'est pas ça et qu'on maintienne toujours la CENI en dehors du ministère de l'Intérieur, les mêmes critères pour déterminer ceux qui vont travailler à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire l'intégrité, la moralité, l'expertise, la compétence, le patriotisme. Si on sélectionne les gens d'après ces critères-là et qu'on les met maintenant au niveau de la CENI, on aura les mêmes résultats. Donc, l'une ou l'autre des options, je suis tout à fait ouvert à cela. Ce qui est important, c'est que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le pouvoir en place, l'opposition, les confessions religieuses, la société civile, pour une fois, regardons dans la même direction. Quand on a des problèmes, mettons-nous ensemble, essayons de régler ça ensemble, que nous puissions donc avancer. Voilà, avant que nous puissions terminer, avant la dernière question, permettez-moi quand même que je pose cette question parce que la presse en parle. Il y a certains journalistes qui ont pensé que vous avez mal réfléchi par rapport à votre proposition. Il y a Peter Tchani, il y a Yves Bouya, ils sont très nombreux. Tous ces journalistes-là pensent que votre proposition, vraiment, ce n'est pas important pour le moment. Je voudrais leur dire que je suis déçu de leur manque de vision. Pourquoi? Parce que si on ne résout pas cette question comme je la présente aujourd'hui, cette question va rebondir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et nous allons connaître des guerres civiles en ce moment-là meurtrières. Mieux vaut anticiper, régler les problèmes aujourd'hui plutôt qu'attendre plus tard. Le problème avec certains des journalistes que vous avez mentionnés, c'est qu'ils agissent sous des coups de billets. Ils ont reçu de l'argent de la part de certaines sources bien identifiées pour s'attaquer à la proposition de Noël Tchani. Pourquoi? Parce que d'après eux, cette proposition vise à écarter telle ou telle personne. Je vous ai expliqué tout à l'heure, là. Mon raisonnement est purement et simplement national. Si on ne résout pas ce problème aujourd'hui, il va nous hanter dans l'avenir. Je ne vise aucun individu. Ma proposition, elle est impersonnelle. Je veux qu'on règle le problème une fois pour toutes et qu'on crée les mêmes conditions pour tous les Congolais, sans exception, sans discrimination, sans viser un individu. Merci. Président Noël Tchani, une minute. Cette dernière question, d'autres langues pensent que Tshisekedi sera bloqué bientôt là. Il faut penser déjà à ses plans B, donc organiser un dialogue entre Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, Joseph Kabila et Martin Fayulu. Votre analyse? C'est une aberration. Je connais un peu de ce président-là, de Félix Antoine Tshisekedi, et je l'ai découvert comme beaucoup de Congolais. Je réalise que c'est un homme qui prend son temps pour faire certaines choses, mais c'est un stratège. Il est stratège dans la mesure où il voit plus loin et il prend son temps pour arriver à cet objectif-là, mais quand il arrive, tout le monde est mis KO. Pour l'instant là, le président a réalisé quelque chose d'extraordinaire et le peuple congolais doit lui être reconnaissant pour ça. Il a réalisé quelque chose d'extraordinaire, il a mis KO Joseph Kabila et son Front commun pour le Congo. Terminé. Ils ne vont plus encore revenir sur la scène politique. Maintenant j'arrive. Maintenant, quant à la possibilité du dialogue, non. Chaque fois, ce Congo est bloqué par des individus qui pensent que vous allez aux élections, vous n'acceptez pas les résultats, vous commencez à faire du bruit pour qu'on vous amène au dialogue, vous partagez les gâteaux. Je voudrais dire au président de la République, ne faites pas cette erreur-là. Il y a des institutions qu'il faut suivre pour régler les problèmes. Si les gens veulent s'impliquer dans les institutions, qu'ils viennent dans les institutions. S'ils ne veulent pas, ils demandent le dialogue. Dites-leur d'attendre les prochaines élections, de se présenter. S'ils gagnent, on aura le dialogue en ce moment-là. Mais pour l'instant, il ne faut pas accepter. En 30 secondes, regardez la caméra, parce que la majorité des gens voient déjà gouverneur de la Banque centrale. Quel est le vrai problème, selon vous, de notre banque, si aujourd'hui, le chef de l'État vous fait confiance, quels seraient les défis à relever? Il n'y a pas un seul vrai problème, il y a plusieurs problèmes qui touchent notre banque centrale et notre monnaie. Le premier problème, ce sont les hommes. Comme toute institution, il faut qu'il y ait des hommes
qualifiés à la place qu'il faut pour faire le travail qu'il faut. Et je pense que notre Banque centrale n'a pas eu ce privilège-là. 2, une monnaie n'est jamais bonne que si elle est assise sur une économie qui fonctionne. Notre économie est désarticulée. Il faut qu'on arrive à relancer la production intérieure, à développer les exportations, qu'on vende à l'extérieur, qu'on gagne plus de devises pour renflouer le matelas de devises qu'on va utiliser pour soutenir la valeur de la monnaie. 3, je pense qu'il nous faut, au-delà de la Banque centrale, avoir des politiques économiques et des politiques budgétaires qui fassent du sens. Ça, c'est le travail du gouvernement. Donc, nous devons avoir un gouvernement responsable qui comprenne ces relations entre les différentes fractions donc, de l'économie pour arriver à donner au peuple congolais des politiques économiques qui créent de bonnes conditions pour attirer des investissements, des politiques budgétaires qui ne nous amènent pas dans l'endettement illimité, qui vont faire l'endettement illimité, qui va faire que la Banque centrale soit mise sous pression pour pouvoir recourir donc à la planche à billets. Si nous faisons ces choses-là, et nous allons engager une véritable réforme monétaire et réforme du secteur financier pour ramener les Congolais, c'est-à-dire l'État, les individus, mais également les institutions dans les capitaux des banques et créer de véritables donc, banques commerciales d'investissement, créer des banques de développement, créer des banques pour appuyer le crédit hypothécaire, créer des banques pour développer l'agriculture, des banques spécialisées. Si nous faisons toutes ces choses-là, nous mettons en place une institution d'assurance dépôt bancaire et les marchés des capitaux, je pense que nous allons donner au peuple congolais une monnaie nationale crédible, un système économique qui tourne normalement et qui crée de la richesse pour tout le monde. Merci, Président Noël Tchani. Donc, vous pensez une autre RDC possible avec Félix? Moi, je pense que notre RDC est possible non seulement avec Félix en tant que président de la République, c'est le capitaine du bateau, mais également avec tous les Congolais qui doivent être dans le bateau. Si pour une fois nous sommes tous dans le même bateau et nous suivons les instructions du capitaine pour pouvoir participer aux efforts pour que le bateau ne puisse pas tanguer, je pense que nous pouvons arriver à destination. Merci, Président Noël Tchani Mwanyamvita. Vous étiez notre invité d'aujourd'hui. Avec vous, on a tenté à répondre aux questions très questionnantes sur l'actualité. On a parlé des réformes, on a parlé de gouvernement Samaloukonde, on a parlé de l'insécurité, on a parlé de certaines choses qui intéressent également tous les Congolais, parce que je rappelle que vous étiez candidat président de la République à l'élection de 2018. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir eu ici. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Magazine au Centre TV. Nous avons besoin de vous derrière la caméra. Kankoufou Kabasele à la réalisation, Chims la merveille. Côté YouTube, Aristote Loubaki qui était là avec nous. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.